Bonsoir à tous, merci d'être encore là. Je vais essayer de chauffer la salle pour la keynote, enfin ce qu'il en reste. Donc là, ce soir, on va faire du code back-end éco-responsable, puisqu'on va être sur un langage performant et qu'on va parler de bonnes pratiques. Donc d'après ce qu'on a vu, on est bien. Alors je me présente rapidement, moi j'ai un peu tout fait dans l'informatique, mais depuis quelques temps maintenant, je suis essentiellement développeur et en Go, que je pratique depuis 7 ans maintenant. C'est un langage que j'aime beaucoup. Et j'aime aussi les bonnes pratiques. Je travaille chez OVH, donc on en a parlé dans l'équipe des noms de domaine depuis 2 ans. Alors, pourquoi on parle de générique? Eh bien, tout simplement parce que ça vient d'arriver. Donc, sur la version 1.18, donc quasiment la 18e version, au bout de 10 ans, même un peu plus, 12, ça y est, les développeurs, les mainteneurs du langage nous ont rajouté les génériques qui étaient demandés dès la première version. Alors, pourquoi ça a été si long? Bon, ils avaient une excuse toute faite qui était dans la FAQ, qui était de dire, en fait, vous pouvez facilement faire 100, et nous, ça nous coûterait assez cher de faire un compilo qui, en plus, générait des binaires un peu conséquents. On n'a pas trop envie de s'en occuper, quoi. Voilà. Bon, au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi, mais ils se sont dit que ça y est, il était temps, c'est devenu un sujet prioritaire, ils l'ont fait, donc c'est arrivé en mars dans la version 1.18 de Go. Alors, pourquoi on a besoin des génériques? Parce qu'on va avoir pas mal de cas comme ça, où on va avoir une fonction qui est relativement simple, une petite fonction utilitaire, mais qui va être utilisée sur différents types de données. Et donc, si on veut l'appeler sur différents types de données, on va devoir l'implémenter plusieurs fois. Donc, par exemple, la fonction index qui va faire une recherche d'un élément dans un tableau, un slice en Go. Si c'est un tableau de chaîne ou un tableau d'entier, c'est pas la même. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire 2 fonctions. Là, en fait, du coup, on déporte toute la complexité au niveau du programmeur. On pourrait aussi faire des petites subtilités à coup d'interface vide. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le langage, c'est un équivalent de void étoile lancé. Ça veut dire qu'on casse tout le système de typage et on dit, là, je passe tout et n'importe quoi. Mais même en faisant ça, en fait, on va avoir des petits problèmes. Déjà, un slice d'entier n'est pas un slice d'interface vide. Il va falloir le convertir à la main. Et en plus de ça, on n'a aucune garantie que le type à gauche correspond bien au type à droite. On peut aller plus loin que ça. On a d'autres problématiques sur tous les paradigmes fonctionnels que moi j'aime beaucoup. Dans ce cas-là, c'est pas très compliqué. C'est dit aussi explicitement dans le guide Effective Go. Vous faites des boucles, vous faites des for et vous faites travailler comme ça. Et après tout, pourquoi pas? Parce que le langage, il est quand même relativement concis, facile à écrire, facile à lire. Ça va vite, ça se comprend bien. Il y avait une autre alternative aussi, c'était de passer par des interfaces. Donc, typiquement, la fonction de tri du package sort, elle vous demande, pour pouvoir faire un tri sur un tableau, d'implémenter l'interface qui est affichée là, qui permet simplement de comparer 2 éléments, de les permuter et d'avoir la longueur de votre collection aussi, évidemment. Sauf que les interfaces, ça ne marche pas toujours. Il y a des cas où on ne peut pas s'en sortir avec ça. Et on a toujours le problème de duplication de code quand on crée notre implémentation d'interface. Typiquement, un tableau de string, un tableau d'int, ma fonction less, ça va être la même. Je vais faire un inférieur, tout simplement. Mais tout ça, c'était avant. Donc maintenant, on a nos génériques, donc qui sont comme à peu près dans tous les autres langages, un paramètre supplémentaire que je vais mettre après mon nom de fonction. Donc, entre crochets, là, vous voyez, là, j'ai un paramètre de type T qui n'a pas de contrainte et que je vais pouvoir utiliser derrière dans toute la suite de ma déclaration de fonction. Donc, je ne détaille pas beaucoup plus, c'est très intuitif. Au niveau de l'appel, je peux instancier, chercher ma souris, elle est là. Je peux instancier au moment de l'appel pour dire je veux la fonction paramétrée par le type int, donc ce qui veut dire que S va être un tableau d'int et F un int, mais ce n'est pas obligé. Je peux tout simplement laisser faire le compilateur qui va inférer en fonction des paramètres et faire les choses tout seul. Ce qui est intéressant parce qu'en fait, en pratique, on définit très rarement des fonctions génériques. On va surtout utiliser des fonctions utilitaires qui, en général, sont dans des bibliothèques que vous allez importer, et vous allez être utilisateur. Et comme vous êtes utilisateur, vous n'avez pas besoin de mettre les crochets, donc pour vous, c'est complètement transparent, en fait. L'intérêt de cette syntaxe, c'est qu'elle est rétrocompatible, donc on ne fait pas de saut de version, rien qui casse. Pourquoi les crochets? Parce que les chevrons, avec Go, ça ne marcherait pas bien, parce qu'une fonction peut renvoyer plusieurs valeurs. Donc là, c'est l'exemple classique que j'ai pris dans la doc.
Ce truc-là, si on le lit rapidement, on se dit que c'est la fonction W qui est paramétrée par de type x et y, qui est appliquée à une valeur z, qui renvoie à un couple que je stocke dans A et B. C'est vrai. Mais en fait, on pourrait le voir différemment. Ça pourrait être la valeur W inférieure à x, donc qui est un booléen que je stocke dans A, et la valeur y supérieure à z, qui est un autre booléen que je stocke dans B. Pour s'en sortir, là, il va falloir faire de l'analyse de type assez complexe. D'ailleurs, je pense qu'il doit y avoir des cas où on ne peut même pas s'en sortir. Donc, ils ont fait simple, on met des crochets. Avec l'habitude, ça se fait assez bien. Ce n'est pas les seuls à faire ça. En ce cas-là aussi, on a des crochets, pour ceux qui connaissent. Originalement, dans la première proposition, ils avaient mis des parenthèses. Là, c'était un peu lourd. Mais les crochets, c'est un bon compromis, je trouve. Eh bien, au boulot, on va faire une petite démo. Et en commençant par une fonction toute simple qui va être un filtre. Donc j'ai... Alors, est-ce que c'est assez gros? Je peux grossir encore, peut-être un petit peu. Tac. Voilà. J'ai les premiers éléments de Fibonacci et je voudrais garder que les éléments pairs. Donc je vais écrire ma fonction filter. Donc vous avez vu le prototype juste avant. Ça, je vais le mettre après. Donc ça prend en paramètre un slice d'un fameux type inconnu, T. Bon, je vais le mettre là. Et un élément, pardon, non pas un élément, un prédicat qui va être appliqué sur les éléments de mon slide pour savoir si je les conserve. Donc un prédicat, ça prend en paramètre un objet de type T, ça renvoie un booléen, et tout va bien. Et on renvoie donc un résultat qui est le résultat du tableau filtré. Je vais initialiser mon résultat avec un tableau vide. Moi, j'aime bien préallouer, c'est pas obligatoire. Mais comme on sait qu'on va avoir moins que la longueur d'éléments, de S éléments, on peut y aller. Et on parcourt. Je prends tous mes éléments de mon slice. Je regarde si jamais le prédicat est vérifié dessus. Et s'il est vérifié, je les ajoute. Quand j'ai fini, je retourne ce qui me reste, ce que j'ai mémorisé. Hop. Et on vérifie que ça fonctionne. Voilà, j'ai bien que mes éléments pairs. Donc déjà, un premier effet démo évité. Pour la suite, ça devrait mieux se passer parce qu'on va le faire avec des snippets, sinon on va passer un peu trop de temps. Ce que je voudrais vous montrer, c'est les différentes features qui sont apportées par cette évolution. Donc là, on avait un type qui n'avait pas de contrainte particulière, puisque de toute façon, je lui passais un prédicat et c'était ça qui était utilisé. Là, je vais artificiellement vous montrer un petit exemple où ce que je veux, c'est afficher un élément de type T, mais l'afficher sous forme de chaîne. Donc je vais appeler la méthode string dessus. Ça ne marche pas, et si je reste dessus, il va me le dire. Il me dit, oui, mais tu n'as pas le droit d'appeler string parce que T, il n'a pas la méthode string. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute une contrainte, comme dans la plupart des autres langages qui utilisent le générique. Les contraintes, en Go, ce sont des interfaces. Et c'est très bien, parce qu'on a une interface nativement qui dit que mon objet doit implémenter l'interface, la méthode string, c'est l'interface stringer. Et ça m'affiche bien mon nombre et ma chaîne. Je passe par des objets custom parce que ça me permet d'implémenter la fonction string dessus, sinon nativement ça ne marchera pas. On peut aller un petit peu plus loin. Je reviens à ma fonction index, la fameuse, celle que je voulais faire de façon générique. Donc là, je l'ai codé, je parcours mon tableau. Si jamais j'ai trouvé l'élément que je cherchais, je renvoie son index, sinon je renvoie -1. Là, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Il me dit, je ne peux pas comparer x et y parce que t, il n'est pas comparable. En fait, il m'a donné la réponse en faisant ça, c'est qu'il faut que je puisse appliquer l'opérateur égal, ou différent d'ailleurs, sur mon objet de type t. Pour ça, en fait, on utilise une contrainte qui est interne au langage, qui est la contrainte comparable. Ça va m'autoriser à utiliser le égal. Donc là, je cherche l'emplacement de la valeur 8, et c'est le 4e élément, enfin le 5e élément, index 4, ici. Donc là, on avance un petit peu. Donc on a vu les interfaces, on a vu le mot-clé comparable, on a vu aussi le mot-clé ini. On va aller un petit peu plus loin encore, avec un tri. Donc là, c'est un mécanisme de tri un peu bête et méchant. C'est je prends l'élément le plus grand, je le mets tout au bout, ou le plus petit, d'ailleurs, je ne sais plus lequel je fais. Non, je prends le plus petit, je le mets tout devant, et puis j'itère comme ça sur la suite du tableau.
avec une double boucle, c'est pas du tout performant et peu importe, ça marche. Sauf que il me dit non, je peux pas comparer avec l'opérateur inférieur, mais c'est pas grave parce qu'on va utiliser comparable. Et là, il me dit mais non, tu peux toujours pas utiliser l'opérateur inférieur parce que comparable, c'est vraiment que pour l'égalité. Donc là, on arrive sur un cas un peu bizarre où en fait, moi, j'ai défini une interface de cette forme-là qui est une agrégation de types. Mon interface ordered, elle est validée par tout objet dont le type sous-jacent est un entier, un flottant 64, ou un caractère, ou une chaîne. Et sur tous ces types-là, en fait, là, j'ai le droit d'utiliser les opérateurs. Et donc, en fait, lui, quand je vais contraindre T à être un ordered, il va savoir utiliser l'opérateur inférieur. Et je peux cumuler ces énumérations de types comme ça avec des méthodes. Je peux en plus contraindre à avoir un ensemble de méthodes. Donc là, j'ai récupéré mon Fibonacci qui était en bazar et je l'ai remis en ordre. Alors on peut faire des cas un peu plus tordus. Là, par exemple, ce que je voudrais, moi, c'est avoir une fonction de tri custom, pas passer par l'opérateur inférieur. Donc je vais avoir une interface lesser qui va permettre d'appliquer la fonction less, sauf qu'en fait, je suis un peu embêté parce que mon x, là, je ne sais pas quoi lui mettre comme type. Donc, c'est pas grave, on va faire un type paramétré. Parce qu'on peut aussi, les génériques, c'est bien parce que ça marche aussi sur les types. Donc, donc là, je dis que pour implémenter l'interface lesser, lesser paramétré par t, il va falloir pouvoir comparer avec un élément. Donc là, mon objet t, sa contrainte, c'est d'être un lesser de t. Donc il doit être comparable à lui-même, d'une certaine façon. Et mon implémentation de less, elle est tout en bas, cachée, ici. Si je m'exécute, là, ça doit faire la même chose que tout à l'heure, parce que mon less, il est classique, mais je peux, si je veux, facilement inverser le sens. Et on a une suite à l'envers. Voilà. Donc ça, c'est tout un petit tas d'exemples artificiels pour montrer un petit peu les fonctionnalités, ce qu'on pouvait faire. On peut aussi faire des exemples un peu plus réels, un peu plus concrets. Là, par exemple, je vous propose un serveur web où notre contrôleur, en fait, on en a marre aussi d'écrire à chaque fois des bêtes contrôleurs qui font du CRUD. Mais en fait, on peut très bien faire ça avec des génériques, avec un ORM qui va bien, à partir du type donné. Je définis deux objets, personne et cat, et mon handler, il va être paramétré par un type d'objet, qui d'ailleurs n'est même pas contraint. Et je le définis une fois pour toutes, ici, et il va me chercher les entités qui ont été stockées à l'intérieur. Donc je les déclare là, j'ai mon handler, paramétré par les personnes, qui est initialisé avec l'ensemble de personnes, mon handler paramétré par cat, qui est initialisé avec un ensemble de cat. Donc rapidement, on va vérifier que ça marche. Tac, le serveur se lance. Serveur echo. Je récupère mes deux chats, et si je veux appeler la liste de personnes, c'est pas très compliqué non plus. Voilà, j'en ai 3. Avec Gondal qui est l'auteur de ce petit bout de code que je remercie. Voilà pour la petite démo. Donc là, je pense qu'on a vu pas mal de choses. On a vu que les types qui étaient utilisés en paramètres pouvaient être contraints. S'ils ne le sont pas, on met any. Any, en fait, c'est équivalent à interface vide. D'ailleurs, ça peut même être utilisé dans votre code, c'est assez sympa. On a le mot-clé comparable qui permet d'utiliser les opérateurs de comparaison. On peut mettre aussi des types à l'intérieur. Et on a plein d'options que je vous invite à aller voir sur la documentation. Alors, le process de livraison, il sera en 3 étapes. La première, c'est fait, c'est permettre d'écrire avec des génériques. Et au passage, dans la lib standard, on a gagné un package qui va intégrer certaines contraintes de base. Celle que je vous ai montrée, ordered par exemple, elle y est à l'intérieur, de façon un peu plus complète que ce que je vous ai montré. Dans un deuxième temps, ils vont rajouter des bibliothèques, certainement pour manipuler de manipulation classique de slice de map. C'est pas fait tout de suite. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être sûrs de l'usage, de quel va être le bon nommage, quelle va être la bonne façon de faire, quelles vont être vraiment les fonctions qui vont être utilisées, parce qu'ils veulent pas revenir en arrière, ils n'aiment pas ça chez Go. Ce qui est d'ailleurs une bonne raison. Mais du coup, ça ralentit un peu le déploiement. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ont mis tout ça en expérimental pour l'instant. Nous, ça y est, on a fait en interne, là, on a utilisé pour la première fois cette lib il y a quelques semaines. Donc ça permet quand même de jouer un peu avec, de tester.
Et puis, on peut espérer que peut-être, alors dans la 1.19, c'est pas prévu, mais on peut espérer que peut-être dans la 1.20, il y aura ces éléments-là. Prêt pour aller plus loin, il va falloir attendre encore, parce que c'est pas prêt. Toute la partie fonctionnelle des streams, que moi j'attends avec impatience, bon, pour l'instant on n'en parle pas. Là, je voudrais revenir là-dessus. Donc, les génériques, ça sert à quoi? Ça sert à reporter le travail de recopie du programmeur vers soit le compilateur, qui va vous générer une instance de la fonction par type sur lequel elle est utilisée, soit sur le runtime, qui va dynamiquement, au moment de l'appel de la fonction, voir, tiens, ça c'est ce type-là, je déroule l'exécution avec des indirections. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait en Go, sachant que quand on va voir les specs, on trouve les deux? Eh bien, on va regarder. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on parte de ce petit bout de code-là. On va revoir l'organisation. Vertical, ça sera mieux. Hop. Et là, par contre, je vais avoir besoin de mon terminal un peu gros. Le code, je passe vite dessus parce qu'il ne fait pas grand-chose. Je déclare 3 objets de 3 types différents, un entier, une chaîne, une structure, et je les affiche avec une fonction print générique. Hop, mon terminal. Ah ben non, je suis déjà dedans. Ah ouais, parce que je vais prendre l'autre en fait. Tac. Donc si je l'exécute, ça m'affiche bien mes 3 trucs, pas de difficulté. Non, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on va utiliser un flag du compilo qui va me permettre de juste générer l'assembleur. Donc là, j'ai mon code généré. Alors par contre, c'est un peu petit. C'est vrai que j'aurais aimé plus grand. Oh, c'est même carrément moche. Hein. Je me demande si on ne va pas faire ça. Hop. Ah, je fais l'inverse de ce que je veux. Pourquoi il ne veut pas zoomer? Je me suis perdu. Je vais faire comme ça. Zoom out. Sur le 7. Non, ça c'est in ça. Désolé pour le petit zoom. Voilà, je vois plus rien. Oh. Bon, vous savez quoi? On va faire. Alors, on va le redémarrer lui. Pouf. Tout ça c'était prévu. Hop. Voilà. Hop. On retrouve un truc qui est à peu près visible. Ma petite démo, elle est là. Voup. De toute façon, on est large en temps. Alors, on avait dit, sauf que là, j'ai plus ma ligne. Ouais, c'est pas beaucoup mieux, hein. Bon, le chemin est trop long. Ça, c'est les joies du direct. Tac. Voilà, on voit. Donc tout ça pour vous montrer quoi? Que mon main, il est là. Vous avez bien le symbole main. Et je retrouve, dans ce main, ici, un appel à... Alors, où est-ce qu'il est? Voilà. GoShapeInt, l'implémentation sur les entiers. Ici, call GoShapeString, l'implémentation sur les strings. Et ici, GoShapeStruct avec mon i. Et effectivement, si on regarde les définitions qu'on descend, on les retrouve.
Alors là, j'imagine que ça ne va pas marcher parce que comme j'ai changé le dossier, il va falloir le rouvrir. C'est pas grave, on va aller le chercher. Tac. Ce que je voulais vous montrer, qui est assez intéressant aussi, donc là, on a l'impression qu'on est dans le cas où c'est le compilo qui fait le boulot. Il a instancié les 3 éléments. Si je mets un pointeur, je refais le boulot, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, là, tu as appelé la fonction sur un pointeur. Alors, juste le pointeur, il est un peu bizarre, c'est un uint8, c'est pas un int. Pourquoi? Parce que, on va regarder un truc, et là, ça va être assez intéressant. Si je mets des pointeurs partout, j'ai mon uint8, où j'en ai un autre là, bizarre, et là, j'en ai un autre. Et en fait, j'ai bien une seule implémentation de ma fonction, que j'ai raté en route, elle est là, qui est celle-ci. Ce uint8, en fait, c'est un pointeur vers le dictionnaire des méthodes de mon objet. En fait, là, Go, il fait un truc super bizarre, où, dans le cas où on est sur des pointeurs, il utilise une implémentation commune à tout le monde. Voilà. Donc c'est ce qu'ils appellent le GCShape, c'est une autre spec qui est documentée, c'est celle qui est implémentée en réalité. Quand la représentation mémoire de l'objet est équivalente, il génère une seule implémentation de la fonction. Sinon, dans les autres cas, il fait des implémentations différentes. Il y a des trucs bizarres. Donc là, il y a un article assez intéressant de PlanetScale qui parle des performances d'une façon générale. Et on peut avoir des petits problèmes. Alors j'arrive au bout, donc je ne vais pas vous faire la démo parce qu'en plus il va falloir que je déplace mes fichiers. Mais ce qu'on remarque, c'est que si on appelle une méthode générique sur une interface, eh bien, en fait, on a une double indirection où dans un premier temps, le langage va aller vérifier que l'objet passé implémente bien l'interface qu'on lui a demandé, et en plus va faire un mapping entre le dictionnaire de l'interface qu'on lui a passé et l'interface de la destination, parce que ce n'est pas forcément dans le même ordre. Et ça prend du temps. Ils ont fait des mesures, ça prend du temps. Sauf que ça, c'était avec Go 18. Je l'ai reproduit avec Go 1.18, et avec Go 1.19, qui est en bêta actuellement, on ne l'a plus. Donc je me dis que peut-être leur article a eu un certain impact, et qu'ils ont réussi à améliorer le compilateur. Globalement, c'est la tendance chez Go. Ils sortent quelque chose, ils font attention à ce que l'aspect soit super stable, ça peut prendre du temps, mais par contre derrière ils vont être en amélioration continue sur le moteur, sur le compilateur. C'est ce qu'on a vu pour le Garbage Collector, qui s'est amélioré pendant les 10 premières versions, il y a eu énormément d'améliorations dessus, sans qu'il y ait de changement sur le langage. Et là je pense qu'on va avoir un peu la même, ils vont prendre quelques versions pour nous optimiser le compilateur. Ceci étant, ce n'est pas forcément une bonne pratique quand même d'appeler votre méthode générique, votre fonction générique sur une interface. Et faites attention quand vous appelez aussi sur des pointeurs, parce que du coup, vous générez une direction en plus. Ce n'est pas forcément utile. Mais voilà, on voit qu'il y a des améliorations qui sont faites, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Je vous invite à aller lire l'article si ça vous intéresse. C'est assez technique, mais c'est super intéressant. Vous avez, si ça vous intéresse, sur le QR code là, les slides, avec tous les liens à l'intérieur, pour référence. Merci beaucoup.